Bonjour pour cette capsule qui concerne la classe de 6e 1, unité 9 d'histoire, conquête péromène et romanisation, deuxième partie. Séance 1, pas humaniser l'Empire, première partie. Tu as vu dans les séances précédentes qu'Auguste met fin aux guerres civiles de la République en instaurant un nouveau régime à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. La paix ainsi restaurée apporte la prospérité et se prolonge dans l'Empire pendant 300 ans. Cette période de paix tout à fait exceptionnelle dans l'histoire romaine est désignée par les historiens sous le terme de Pax Romana, paix romaine. Dans cette séance, tu vas voir comment s'exerce la domination romaine à l'intérieur de l'Empire. Mais auparavant, fais quelques petites révisions sur les séances de l'unité numéro 8. Donc, attribuer à chaque personnage les événements qui lui correspondent. Donc, Jules César va faire la conquête de la Gaule 58-52 et la Gaule devient romaine en son intégralité. Octave Auguste, son fils adoptif, met fin aux guerres civiles, fait naître un nouveau régime, l'Empire, et il met en place le culte impérial. Et enfin, Trajan, un empereur du IIe siècle, conquit de nouveaux territoires en Dacie, l'actuelle Roumanie. La pacification de l'Empire, document 1, l'Empire romain à son apogée, IIe siècle, après Jésus-Christ, Donc l'Empire romain est en rouge. Là, vous avez l'Italie. Alors là, il y a une petite erreur sur la carte. L'Italie, ça s'arrête à ce niveau. Le nord de l'Italie, ça fait partie de la Gaule. Ensuite, vous avez des peuples qui sont aux frontières. Les Germains, les Sarmates, les Alains, les Parthes, les Arabes au sud. Voilà, les Gétules au sud de l'Algérie. En noir, vous avez ce qu'on appelle le limes. En gros, ce sont des murailles qui protègent l'Empire. Dans d'autres endroits, on fait confiance par exemple à des fleuves, bien que les fleuves soient toujours un lieu de passage. L'enchaînement des conquêtes a abouti à la constitution d'un vaste empire habité par de nombreux peuples très divers. L'empire est divisé en provinces administrées par des gouverneurs. Alors, certaines sont au Sénat, les plus anciennes, d'autres sont à l'empereur. Le long des frontières sont installés des camps de légionnaires et sont parfois dressées des fortifications. Comment est organisé l'Empire romain? Il est découpé en provinces, par qu'il est menacé par des peuples à l'extérieur de ses frontières. Alors, ces peuples, tout simplement pour les Romains, on appelle ça des barbares, parce qu'ils ne parlent pas le latin et sont étrangers complètement. C'est la même conception qu'avaient les barbares les Grecs étaient barbares, tous ceux qui ne parlaient pas grec. Ça n'a rien à voir au sens d'aujourd'hui où un barbare est quelqu'un qui détruit tout, qui tue tout le monde. Vestiges du mur d'Adrien, donc c'est ce qu'on peut voir encore aujourd'hui. Entre 122 et 126, l'empereur Adrien a fait ériger des fortifications, murs, tours de guet, garnisons sur le limes pour mieux défendre la Bretagne, actuelle Angleterre des Scots, qui est un peuple d'origine irlandaise, et qui a donné le mot Scotland-Écosse. Cet ensemble nommé le mur d'Adrien est long de près de 120 km et fut construit par des légionnaires. Seules les régions les plus menacées étaient dotées de ce type de fortification. On retrouve la présence de ce mur sur la carte du document numéro 1. Donc, le mur d'Adrien, vous prenez la Bretagne et vous l'avez là. Comment nomme-t-on la frontière de l'Empire? Alors, le limes, qui veut dire en gros limite en français. Comment l'Empire romain est-il protégé? Par des camps de légionnaires et des fortifications. Une voie romaine célèbre, la Via Appia, la voie appienne. Les voies romaines sont des routes créées par les Romains pour relier les grandes villes de l'Empire à Rome. Les meilleurs tronçons sont pavés et recouverts de terre ou de sable pour un confort de circulation. Essentiel à la réussite de l'Empire, les voies romaines facilitent les échanges commerciaux, permettent la mise en place d'une poste impériale et surtout permettent aux légionnaires de se rendre rapidement sur le front en cas d'attaque du limes. Le long de ces voies, il y a des aires de repos, des bornes qui indiquent les distances entre les villes et aussi des tombes, surtout sur la voie appienne. En effet, les sépultures étaient interdites à l'intérieur des villes, on inhume les défunts le long des routes.
La Via Appia est la plus ancienne des voies romaines. Elle doit son nom à un auteur romain, Appius Claudius, qui subventionna sa construction car construire une route coûtait très cher. Commencée sur la République pour lier Rome à Brindisi, au sud de l'Italie, elle fut achevée au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bientôt les chantiers se succédèrent et au 1er siècle avant Jésus-Christ, toute l'Italie équipée de routes solides. Tellement solides qu'il existe, comme vous le voyez sur la photo, encore aujourd'hui, des endroits où on trouve des tronçons entiers de voies romaines. Bon, en voiture, c'est pas très praticable puisque les pierres, on a enlevé tout le sable, toute la terre qui faisait que c'était plat, mais on les voit encore. Et leur particularité, c'est qu'en général, elles vont tout droit. Alors, quels aménagements permettent aux troupes romaines de circuler facilement? Des routes pavées, les via, les voies. Quelle autre fonction ont les voies romaines? Approvisionner Rome, notamment en nourriture, et permettre la circulation du courrier. Trajan part en guerre contre les Daces, la défense de l'Empire. Lors dans l'exercice 2 que l'Empire romain est parfois attaqué par plusieurs peuples tels que les Germains ou bien les Daces. Ce sont les ancêtres des Roumains. Au début du IIe siècle, les Daces menacent la tranquillité des frontières de l'Est de l'Empire. L'empereur Trajan, que tu as déjà rencontré dans l'UT8, mène alors contre eux 2 campagnes militaires entre 101 et 106 et soumet les Daces. La Dacie, actuelle Roumanie, devient province romaine. Ce moulage de plâtre de la colonne Trajante présente les Daces blessés ainsi que des scènes de pillage. Alors les blessés, c'est toujours ceux qui sont soit à genoux, soit par terre. On voit Trajan prendre possession de la forteresse conquise. Et on le voit, il est tout en haut, au premier plan, en première position. Le butin qu'il ramena fut consacré en partie à la construction d'un nouveau forum à Rome et de la fameuse colonne Trajane. À l'issue de la deuxième guerre punique, les Daces viennent implorer la clémence de l'empereur suivi de ses troupes. Donc ce geste est très caractéristique de l'Antiquité, c'est le geste du plaignant. Donc il se met à genoux et il tend les bras vers celui qui peut le sauver. Dans ce moment-là, on ne peut pas le toucher, il est inviolable, selon les croyances de l'époque. Regarde à nouveau le document 1 où se situe la Dacie. Donc la Dacie, c'est l'actuelle Roumanie, c'est cette province-là. Donc vous remarquerez que les frontières entre province et État sont bien différentes d'aujourd'hui. Entre cette carte et aujourd'hui, il y a 1800 ans d'histoire et donc de nombreux changements de possession de territoire. Que fait Trajan face aux Daces qui menacent la paix de l'Empire? Il mène contre eux des campagnes militaires, 2. Il conquiert le territoire et les soumet, et bien sûr, il pille l'argent des Daces. C'est le but aussi de la guerre, c'est avoir des richesses. D'après la carte, que devient la Dacie? Elle deviendra une nouvelle province romaine. La paix entraîne la prospérité. Un historien parle de Trajan. C'est Dion Cassius, Histoire romaine, 2e siècle après Jésus-Christ. Je vous rappelle qu'à l'époque, les historiens ne sont pas là pour dire la vérité telle qu'elle est, ils sont là aussi pour mettre en valeur les gens au pouvoir. Voilà, c'est aussi de la communication. Ils dépensaient beaucoup pour la guerre, beaucoup aussi pour des travaux pendant la paix. Mais les dépenses les plus nombreuses et les plus nécessaires avaient pour objet la réparation des routes, des ports et des édifices publics, sans que, pour aucun de ces ouvrages, il versât jamais le sang. Il avait naturellement tant de grandeur que ses conceptions et dans ses pensées, qu'ayant relevé le cirque de ses ruines, plus beau et plus magnifique, il y mit une inscription portant qu'il avait rebâti de la sorte pour qu'il pût contenir le peuple romain. Alors le cirque, c'est le Circus Maximus, c'est là où on faisait les courses de chevaux. Voilà. Dans la réalité, il y avait 1 million d'habitants, on pouvait au grand maximum contenir que 250 000 personnes, pas plus. Le forum de Trajan, 2e siècle. L'empereur Trajan fait construire à Rome des boutiques pour faciliter le petit commerce romain
Une partie des bâtiments est occupée par des bureaux administratifs. C'est le rôle du forum qui peut être marché, lieu de rencontre, de débat. À quoi consacre le butin ramené de Dacie? Il aménage un nouveau forum et entretient les voies romaines, qui, je vous le rappelle, coûtaient très cher. Les échelons de l'Empire romain. Donc, vous voyez les voies romaines, il y en a partout. Tout l'Empire est bien doté de voies romaines, pour bien sûr circuler très rapidement pour les armées. Vous avez des ports, vous en avez un au niveau de Bordeaux, Cadiz, Massalia, Marseille, Ostia, le port de Rome, Carthage, la grande ennemie de Rome 200 ans avant, qui est aujourd'hui Tunis, Alexandrie en Égypte, avec le très célèbre phare, une des 7 merveilles de l'Antiquité, Antioche, Éphèse, c'est là où malheureusement il y a eu le tremblement de terre en Turquie il y a peu de temps, et Byzance, qui deviendra une des capitales de l'Empire. Les grandes productions, alors on retrouve quoi pour l'essentiel? Le vin pour la boisson, le blé pour la nourriture et l'huile. L'huile c'est pour la nourriture mais aussi pour l'éclairage. On s'éclairait avec des lampes à huile. Et du nord de l'Europe, on trouve notamment des esclaves. Il y en a très peu qui viennent d'Afrique, la plus grande partie vient plutôt de l'Europe du Nord. On y trouve aussi du fer, de l'ambre, du bois, et venant d'Asie, des épices, des parfums, et la soie qui vient de Chine. Les Romains commerçaient avec la Chine. Et ensuite, des tissus qui viennent du Proche-Orient, du pourpre, qui est une couleur rouge, qui est fait à partir d'un coquillage qu'on appelle le murex, le papyrus d'Égypte, essentiel pour écrire, voilà, et puis l'Afrique, des fauves pour les jeux du cirque, de l'ivoire, de l'or. En Espagne, c'est beaucoup d'huile, bien sûr du blé et énormément de métaux. Et la Gaule est spécialisée dans le vin, le blé et les poteries. Et là, vous avez un triangle, c'est la Villa Pré-sur-Noye, que nous allons voir un peu plus tard. Donc, vers quelle ville convergent toutes les routes maritimes? Elles convergent toutes vers Rome, qui est la capitale du monde selon les Romains. Quel est le principal produit échangé? C'est bien sûr le blé, puisque c'est la base de la nourriture à cette époque-là. Quel autre produit alimentaire est-il fait commerce? Le vin, essentiel pour la boisson, puisque l'alcool tue les bactéries. L'huile, cuisine, mais aussi pour l'éclairage, et les épices, qui mettent en valeur la nourriture. Des bateaux chargés d'amphores dans le port d'Ostie. Donc ce relief du IIIe siècle provenant des catacombes, c'est-à-dire des galeries sous terre où on mettait les morts, de Praetextastus à Rome, montre 2 bateaux chargés d'amphores entrant dans le port d'Ostie. Au centre, on voit le phare. Alors c'est pas des phares aujourd'hui comme aujourd'hui avec des lumières qui tournent, c'était un feu qui était au sommet. Il se voyait de moins loin, mais bon, c'était déjà utile. Alors les amphores, c'est un récipient en terre qui a une forme triangulaire à la base et au sommet il est comme ça. Voilà. Et pourquoi cette forme? Ça permet en les mettant tête bêche, de les faire tenir l'une à l'autre et d'avoir plus de directement. Il y a 2 ports. Un premier port, celui qui a construit l'empereur Claude, et un second qui a été construit par Trajan. Et ensuite, il va faire creuser un canal qui va relier donc le port au Tibre. Et il sera ensuite agrandi. Et vous voyez là, déjà, à partir de Rome, vous avez plusieurs voies qui partent dans la fameuse Via Appia, la première. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, qui arrivent directement à Rome. Quels aménagements ont été réalisés par les empereurs Claude et Trajan pour favoriser le commerce? La construction d'un port à Ostie et un canal qui relie le port à la ville de Rome. Et quel type de contenant utilisé? Ce sont des amphores. Voilà, la paix romaine permet le développement des échanges et entraîne l'enrichissement de l'Empire. L'aménagement des ports et des voies romaines favorise la circulation des marchandises. De grands domaines agricoles, les villae ou villas, sont créés. Ça n'a pas le même sens qu'une villa aujourd'hui. Une villa, c'est une maison, une grande maison ou une maison de campagne, voilà. Mais là, c'était vraiment des fermes. De nombreux esclaves y travaillent. Ces grands domaines produisent des denrées alimentaires qui sont acheminées jusqu'à Rome, qui compte près d'1 million d'habitants. Voilà une maquette d'une villa en Gaule romaine. Donc c'est celle d'Estrée-sur-Noye. La plupart avaient ce plan, cette forme. Près de Toulouse, il y en a une qui est très célèbre aussi. Alors par rapport à celle que l'on verra, celle de Toulouse, il y a encore des pans de murs, des colonnes qui sont là. Tandis que celle dans le nord de la France, à Estrée, tout a été rasé. On voit juste des vues du ciel. Donc, cette maquette, conservée au musée d'Abbeville, représente une grande villa en Gaule, dont les vestiges ont été retrouvés à Estrée-sur-Noye, aujourd'hui située dans le nord de la France. Cette exploitation agricole est typique des grandes villae du nord de la Gaule qui produisaient du blé pour les villes du bassin parisien, mais aussi parfois pour alimenter Rome. Le plan de la villa d'Estrée se divise en deux parties. La pars urbana, c'est celle-ci, partie de la ville ou urbaine, qui comprend le lieu d'habitation du propriétaire, ce qu'on appelle à Rome une domus, une maison qui a donné domicile, voilà, et une grande cour. Ensuite, vous avez la pars rustica, la partie rustique, partie de la campagne, qui comprend une cour plus grande, avec des bâtiments pour les travaux agricoles, avec des entrepôts pour stocker le grain, voilà, du fourrage pour les animaux, les habitations des employés, et des esclaves. Le tout est clos par un mur, que vous voyez. Au centre, un bâtiment carré, le E, qui fait le lien entre les deux parties. Donc, vous remarquez qu'il est symétrique par rapport à cet axe. C'est typique des Romains. Les camps romains étaient aussi symétriques, puisqu'on faisait, avant de construire un camp, vous vous souvenez peut-être, on le traçait par rapport à deux axes. Là, dans ce sens-là, et dans ce sens-là. Et au centre était la tente du chef. Et les villes romaines qui ont été construites ont été toujours sur ce plan-là. Voilà aujourd'hui avec de l'archéologie aérienne, ce qui reste de cette villa. Donc on a déduit l'emplacement des bâtiments parce que les fondations, ça laisse quand même des traces, que l'on voit très bien. C'est cette photo aérienne qui a permis de découvrir la maquette de la villa à la suite de fouilles archéologiques. Je peux voir les traces que les vestiges du domaine ont laissées sur le sol. L'archéologie aérienne consiste à repérer et à identifier des traces de sites en les survolant à basse altitude. De nombreux sites ont été ainsi découverts car d'infimes indices au sol sont visibles d'avions. Roger Agache, le premier archéologue aérien en France, est originaire de la Somme. C'est dans ce département et le sud artois voisin qu'il a commencé ses prospections, là où a été découverte la villa d'Estrée-sur-Noye. Dans quelle partie de la Gaule a été construite la villa d'Estrée? Au nord de la Gaule. Qui est la principale production? C'est le blé, comme beaucoup, très souvent. Le maïs, c'était en Amérique, donc il n'y en avait pas du tout en Europe. Grâce à quelle discipline on l'a été retrouvé? L'archéologie aérienne. Le boulanger qui arrive. La villa d'Estrée-sur-Noye n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Durant les 3 premiers siècles de cette ère, de nombreuses villae de ce type ont été édifiées, le plus souvent à proximité des grandes voies de communication de l'Empire pour faciliter l'acheminement des surplus agricoles vers les grandes villes et Rome.
Les travaux des champs en Gaule, dont vous voyez une mosaïque. Alors, vous voyez un semeur et quelqu'un qui mène une paire de bœufs avec un arère, qui est une charrue tout en bois, donc très fragile. Dès que vous avez le moindre caillou, elle peut casser. Cette mosaïque, découverte en 1891 sur les bords du Rhône à Saint-Romain en Galles, près de Vienne, représente un canapé agricole. Datant du IIIe siècle, elle ornait le sol d'une riche demeure. Conservée au musée de Saint-Germain-en-Laye, mesurait à l'origine 8,86 mètres par 4,48 et a été constituée de 40 tableaux. Il n'en reste que 27 aujourd'hui. L'art de la mosaïque s'est développé dans tout l'Empire à partir du 1er siècle. Elle décorait les murs et les sols des demeures des riches provinciaux. La technique consiste à assembler des milliers de petits cubes de marbre, de verre ou de terre cuite de toutes les couleurs appelées tesselles pour former un dessin. Quelle est la nature de ce document? C'est donc une mosaïque. Que font les personnages sur la mosaïque? Celui de droite laboure la terre à l'aide d'un arère et le second est en train de semer des graines. Voilà, à la volée. Comme tu peux le constater, l'art de vivre romain se diffuse dans tout l'Empire. Les riches Gaulois adaptent rapidement ce mode de vie. Ils vivent des richesses provenant des domaines agricoles construits sur le domaine romain et font décorer leurs demeures avec des mosaïques. Alors, ce fait que des Gaulois vivent à la romaine, on va appeler cela les Gallo-romains, les Gaulois romains. Il y avait en Bretagne des Brito-romains. Alors, première trace écrite, après l'achèvement des conquêtes, l'Empire romain vit une période de paix, la Pax Romana. Pour protéger leur territoire, les Romains établissent des camps le long du Limès, la frontière. Des fortifications sont édifiées là où les peuples barbares sont les plus menaçants. Grâce à la paix, l'agriculture est florissante et le grand commerce se développe. Les denrées agricoles produites dans les wilayas des esclaves, des métaux circulent dans tout l'Empire. Le port d'Ostie ainsi que les voies romaines permettent le ravitaillement constant de la capitale de l'Empire, Rome. Fin de la première séance.